Après avoir défini ce qu'était le PGCD de deux polynômes, nous allons maintenant nous intéresser aux polynômes premiers entre eux. La définition, comme toujours, est la même qu'avec des entiers. Si nous prenons deux polynômes petit a et petit b, on dit qu'ils sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. Plusieurs remarques concernant cette définition. Tout d'abord, lorsque nous prenons deux polynômes réels, nous avons vu dans une vidéo précédente que leur division euclidienne dans R'(x) ou dans C'(x) était la même. Donc si à A et B on applique l'algorithme d'Euclide, comme il ne s'agit que d'effectuer des divisions euclidiennes, nous arrivons à montrer que le PGCD de deux polynômes réels est le même qu'on le calcule dans R'(x) ou dans C'(x). Ainsi, A et B sont premiers entre eux dans R'(x), si et seulement si, ils le sont aussi dans C'(x). Ensuite, si nous revenons à la définition de PGCD, dire que A et B sont premiers entre eux, c'est équivalent à dire que leur PGCD est égal à 1, par définition, ce qui est donc équivalent à dire que l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de 1. Or, l'ensemble des diviseurs de 1, ça n'est rien d'autre que K étoile, c'est-à-dire toutes les constantes non nulles. Par conséquent, deux polynômes sont premiers entre eux, si et seulement si leurs seuls diviseurs communs sont les constantes non nulles. Mais nous savons que K étoile, c'est aussi U de K, c'est-à-dire U de K'(x), c'est-à-dire l'ensemble des polynômes inversibles. Donc deux polynômes sont premiers entre eux, si et seulement si leurs seuls diviseurs communs sont les polynômes inversibles. Ce résultat est à rapprocher du résultat analogue sur les entiers. Quand est-ce que deux entiers sont premiers entre eux? Eh bien quand leurs seuls diviseurs communs sont 1 et moins 1, qui sont bien exactement les entiers inversibles. Prenons maintenant petit a et petit b, deux polynômes irréductibles. Nous allons essayer de déterminer leurs diviseurs communs. Si donc nous prenons petit d un diviseur commun, c'est-à-dire dans d de ab. Alors en particulier, petit d divise petit a. Comme petit a est irréductible, nous avons donc deux possibilités. Première possibilité, petit d est une constante non nulle, ou, deuxième possibilité, petit d et petit a sont associés. Mais dans ce cas, comme nous avons aussi d divise b, alors nous avons la même alternative. Soit d est une constante non nulle, soit d et b sont associés. Comme dans ce cas, nous regardons le cas où d n'est pas une constante non nulle, nous avons de même d et b sont associés. Mais la relation être associé est une relation transitive. Si petit d est égal à une constante fois petit a et qu'il est aussi égal à une constante fois petit b, alors par transitivité, vous pouvez bien écrire petit a comme une constante fois petit b, ce qui signifie que a et b sont associés. En conclusion, pour l'ensemble des diviseurs de a et de b, il y a deux possibilités. Soit l'ensemble des diviseurs de a et de b est réellement réduit à K étoile, il n'y a pas d'autre possibilité. Cela signifie donc que a et b sont premiers entre eux. Ou alors, deuxième possibilité, cet ensemble de diviseurs n'est pas restreint à K étoile, mais d'après le cas numéro 2 que nous avons traité, alors a et b sont associés. Donc deux polynômes irréductibles sont soit premiers entre eux, soit associés. Et de plus, si petit a et petit b sont tous les deux unitaires, comme ils sont associés, ils vont nécessairement être égaux. Comme toujours, nous pouvons rapprocher ce résultat d'un résultat concernant les nombres entiers. Nous savons que les polynômes irréductibles jouent chez les polynômes le même rôle que les nombres premiers chez les nombres entiers. Si vous prenez deux entiers qui ne sont divisibles que par 1, moins 1 ou eux-mêmes, ce qui signifie que ce sont deux nombres premiers, ou éventuellement moins de nombres premiers, par exemple moins 3 et moins 5, alors il n'y a que deux possibilités, soit ils sont premiers entre eux, ou alors ils sont égaux au signe près. Et si nous savons qu'ils sont tous les deux positifs, ils sont égaux tout court. C'est le même résultat que celui que nous avons ici. Dans la suite, nous allons continuer de donner des résultats que nous connaissons déjà pour des entiers. Commençons par le théorème de Bézout, sa deuxième partie, puisque la première partie a déjà été abordée dans la précédente vidéo. Si nous prenons deux polynômes petit a et petit b, alors nous avons équivalence entre les deux phrases suivantes.
Premièrement, il existe deux polynômes u et v tels que AU plus BV est égal à 1. Et deuxièmement, A est premier avec B. La démonstration est très rapide. Le sens indirect est tout simplement obtenu grâce à la première partie du théorème de Bézout, qui nous donne ça directement. Et la deuxième partie, quant à elle, va résulter d'une remarque que nous avons faite lorsque nous avons parlé de la première partie du théorème de Bézout. Nous savons que si AU plus BV est égal à 1, eh bien cela implique que le PGCD de A et B divise 1 qui est obtenu comme une pseudo-combinaison linéaire de A et B. Je dis pseudo car ici U et V ne sont pas des constantes, ce sont des polynômes. Dire que le PGCD de A et de B divise 1, eh bien cela implique nécessairement que ce PGCD est une constante non nulle, mais comme par définition le PGCD est unitaire, la seule constante non nulle qui a comme coefficient dominant 1, eh bien c'est 1. Donc le PGCD de A et de B est égal à 1. Nous pouvons donner le corollaire suivant du théorème de Bézout. Si nous prenons deux polynômes A et B qui ne sont pas nuls tous les deux, alors, en notant petit d leur PGCD, nous pouvons affirmer que D n'est pas nul puisque le couple AB n'est pas le couple 0,0. Et de plus, il existe deux polynômes A' et B' tels que A est égal à A' fois D et B est égal à B' fois D. Alors, et c'est le résultat principal de cet énoncé, alors, le PGCD de A' et de B' est égal à 1. Nous avions le même résultat avec des entiers, et la conséquence importante de ce corollaire était l'existence des fractions irréductibles lorsque nous prenions un rationnel. Eh bien ici, nous ne pouvons pas parler de quotient de polynôme, en tout cas pas pour l'instant, mais cela arrivera dans quelques chapitres de là, lorsque nous parlerons de fractions rationnelles, et nous utiliserons alors ce corollaire. La démonstration est très rapide. Petit d est le PGCD de petit a et de petit b, donc il existe deux polynômes u et v, tels que AU plus BV est égal à petit d. Or d n'est pas nul, donc nous pouvons simplifier cette égalité par d, et nous obtenons directement A'U plus B'V est égal à 1, ce qui, à nouveau, d'après le théorème de Bézout, la deuxième partie, implique bien que A' et B' sont premiers entre eux. Autre corollaire en deux parties, si nous prenons petit a un polynôme qui est premier avec n autres polynômes, alors il est premier avec leur produit. Autrement dit, si nous avons A, PGCD de A et de B1 égale à 1, PGCD de A et de B2 égale à 1, et ainsi de suite jusqu'au PGCD de A et de Bn, alors le PGCD de A est du produit B1 fois B2 jusqu'à Bn est aussi égal à 1. Ce premier point a comme conséquence le second point de ce corollaire. Si A et B sont deux polynômes premiers entre eux, alors toutes les puissances de petit a sont premières avec toutes les puissances de petit b. Autrement dit, pour tous entiers petit n et petit m, A puissance n et B puissance m sont premiers entre eux. Je vais démontrer une partie de ce corollaire. Cela nous servira un peu de révision puisqu'à nouveau, encore une fois, ce corollaire existe avec le même énoncé et la même démonstration dans le chapitre sur les entiers et vous pouvez faire un copier-coller de ce qui a été dit dans l'arithmétique des entiers. Pour le premier point, je vais uniquement montrer que si petit a est premier avec B1 et B2, il est premier avec le produit B1 fois B2. L'intégralité du premier point se déduira de ceci avec une simple récurrence. Donc nous allons écrire deux fois le théorème de Bézout, puisque A est premier avec B1, mais aussi avec B2. Donc nous savons qu'il va exister 4 polynômes U1, V1, U2 et V2, tels que nous avons à la fois A fois U1 plus B1 fois V1 égale à 1, mais aussi A fois U2 plus B2 fois V2 égale à 1. Et nous allons tout simplement multiplier ces deux égalités. Donc, AU1 plus B1V1 fois AU2 plus B2V2 est égal à 1. Ou encore, si nous développons tout cela, nous voyons que nous avons plusieurs termes qui vont pouvoir se factoriser par A. Donc nous avons A facteur de U1 fois AU2 plus U1 fois B2V2, mais aussi A fois B1, V1, U2.
Donc ce premier terme provient du produit de AU1 fois ce terme-là, ce second terme provient du produit de AU1 fois celui-ci, et puis pour ce dernier terme, c'est B1V1 fois AU2. Et puis, que nous reste-t-il? Eh bien finalement, il ne reste plus qu'un seul autre terme, il reste le terme B1B2 fois V1V2 que nous obtenons. Ce terme-là provient donc du produit de ces deux termes. Et tout ceci est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire toujours 1. Alors ici, oui, j'aurais dû dire que c'était 1 fois 1, donc c'est toujours 1. Eh bien, c'est terminé, puisque nous avons petit a fois un polynôme, puisque tout ceci, c'est un polynôme que nous allons pouvoir noter grand U, par exemple. C'est un polynôme de K crochet X. Eh bien, ce terme plus B1B2 fois ce polynôme V1V2 que nous allons pouvoir noter grand V et qui est donc bien aussi un polynôme, tout ceci est égal à 1. Donc avec le théorème de Bézout, nous avons bien A est premier avec B1B2. Pour le point 2, nous allons écrire M fois que A est premier avec B. Donc j'écris M occurrence du fait que A et B sont premiers entre eux. Et donc d'après le point numéro 1, je vais pouvoir dire que petit a est premier avec le produit de toutes les occurrences de B que nous avons, c'est-à-dire qu'il y en a M. Puisque j'ai écrit ici M ligne. Ceci est égal à 1. Ceci est donc bien dire que petit a est premier avec B puissance M. Et nous refaisons la même chose en échangeant les rôles de A et de B, c'est-à-dire qu'ici nous allons écrire que B puissance M est premier avec A, et nous allons l'écrire N fois. Donc ici, j'ai écrit N lignes. Et donc encore une fois avec le point numéro 1, cela signifie que B puissance M est premier avec les N occurrences de A que nous avons dans la partie de gauche. Ici, il y en a N. Et donc, ceci implique bien que B puissance M est premier avec A puissance N. Alors, ce corollaire, aussi bien le point que le point 2, ces deux points sont vraiment souvent utilisés, donc il faut les avoir en mémoire. Autre résultat fameux, le théorème de Gauss, parfois aussi appelé lemme de Gauss. Alors pourquoi théorème ou lemme ? Ça n'est pas très important, mais en général, un théorème, c'est un résultat très important et qu'on a quand même eu un peu de mal à démontrer. C'est quelque chose qui ne se démontre pas très rapidement. Un lemme, au contraire, c'est un résultat un peu plus anecdotique et dont la démonstration est utile pour autre chose, mais ça n'est pas forcément une démonstration très compliquée. Ici, ce résultat de Gauss, il est à la fois important mais très simple à démontrer, donc suivant le point de vue, il sera parfois appelé théorème ou lemme de Gauss. L'énoncé, bien sûr, vous le connaissez, c'est encore une fois le même qu'avec des entiers. Si nous prenons 3 polynômes ABC, si A divise le produit B fois C, mais que A est premier avec B, alors nécessairement A divise C. Comme je le disais, cette démonstration est très rapide. Il suffit d'introduire 2 polynômes U et V tels que AU plus BV est égal à 1, puisque A et B sont premiers entre eux, et nous utilisons ici le théorème de Bézout. Nous multiplions toute cette relation par C, et nous obtenons donc que C est égal à AUC plus BVC. Et le but, c'est de montrer que ceci est un multiple de petit a. Or, nous savons que cela est vrai, car petit a, bien évidemment, divise AUC, par simple définition, et petit a divise BC, ça c'est l'une de nos hypothèses, donc petit a divise aussi BVC. Donc, petit a va forcément diviser la somme de 2 de ces multiples. Petit a divise AUC plus BVC, c'est-à-dire que A divise C, et nous en avons fini pour ce théorème ou lemme de Gauss. Ce théorème de Gauss va d'ailleurs être au centre de la démonstration de l'unicité de la décomposition d'un polynôme comme un produit de facteurs irréductibles. Alors nous avons déjà montré dans des parties précédentes de ce chapitre que tout polynôme non nul pouvait s'écrire comme le produit de polynômes irréductibles unitaires
le tout multiplié par une constante non nulle qui est en fait le coefficient dominant du polynôme en question. Nous avons jusque-là démontré l'existence de cette décomposition et nous avons dit l'unicité nous la gardons pour plus tard. Eh bien nous y voilà, maintenant nous allons bien pouvoir démontrer grâce au résultat de Gauss que cette décomposition est unique, à l'ordre près des facteurs bien sûr. Pour la démonstration, considérons E l'ensemble de tous les polynômes non nuls qui ont deux décompositions distinctes de cette forme. Si nous supposons que E n'est pas vide, nous pouvons introduire l'ensemble F qui est égal à l'ensemble de tous les degrés de P lorsque P parcourt E. Puisque dans E il n'y a que des polynômes non nuls, eh bien F est une partie de N. Et puisque nous avons supposé que E n'était pas vide, eh bien F n'est pas vide non plus. Donc F admet un minimum. Que nous pouvons noter petit d. Et donc, il va exister un polynôme P dans E de degré petit d, qui est donc de degré minimal. Donc cela revient à dire que, au bout du compte, nous allons prendre un polynôme qui a deux décompositions distinctes et nous le prenons du plus petit degré possible. Puisque P dans E, nous pouvons écrire que P est égal à la fois à un produit de la forme lambda fois A1 fois A2 jusqu'à AN, mais qu'il est aussi égal à un produit de la forme mu fois B1 fois B2 jusqu'à B indice M. Alors, qui sont tous ces objets? Lambda et mu, ce sont deux constantes non nulles, et les AI aussi bien que les BI, ce sont des polynômes unitaires et irréductibles. Et aussi deux A2 distincts en ce qui concerne les AI, et puis idem pour les BI. Il se trouve ici que lambda et mu, nécessairement, sont égaux au coefficient dominant de P, puisque le coefficient dominant de lambda fois A1, A2, etc., c'est lambda, puisque les AI sont unitaires, et de même mu est le coefficient dominant de mu fois B1, etc. Donc lambda est égal à mu, et tous les deux, eh bien c'est le coefficient dominant de P. Pour la suite, supposons que pour tout J de 1 à M, nous avons A1 différent de BJ. Je rappelle ici un résultat que nous avons déjà évoqué auparavant. A1 et BJ sont deux polynômes irréductibles, donc soit ils sont premiers entre eux, soit ils sont associés. Rappelons alors ici un résultat que nous avons évoqué un peu plus haut. Lorsque nous avons deux polynômes irréductibles, soit ils sont premiers entre eux, soit ils sont associés. Et cela va encore un peu plus loin, si de plus ces polynômes sont unitaires, alors soit ils sont premiers entre eux, soit ils sont égaux. Ici c'est le cas, A1 et BJ sont deux polynômes irréductibles et unitaires, donc ils sont soit égaux, soit premiers entre eux. Comme nous les avons supposés différents, eh bien forcément ils sont premiers entre eux. Et grâce à un des résultats précédents aussi, si A1 est premier avec plusieurs polynômes, eh bien il est premier avec leur produit. Donc ici A1 est premier avec le produit de tous nos polynômes BI, c'est-à-dire qu'il est premier avec B1 fois B2 jusqu'à BJ, jusqu'à BM, pardon. Or, il se trouve que si nous reprenons l'égalité étoile qui est sur la page de gauche, eh bien A1, évidemment, divise grand P, donc A1 divise mu fois B1, etc. jusqu'à BM. Mais comme A1 est premier avec B1 fois B2 jusqu'à BM, eh bien avec le théorème de Gauss, A1 divise mu. Or mu est une constante. Les seuls polynômes qui divisent des constantes, ce sont les polynômes constants eux aussi, et non nuls. Donc A1 est une constante non nulle. Et c'est absurde puisque A1 est irréductible. Et nous savons déjà que les polynômes irréductibles sont de degré au moins 1.
ce sont tous les polynômes de degré 1 dans le cas des polynômes complexes, ou alors des polynômes de degré 1, ou des polynômes de degré 2 sans racine réelle dans le cas des polynômes réels. En tout cas, ils sont nécessairement toujours de degré supérieur ou égal à 1. Donc ici, nous avons une absurdité. Donc notre hypothèse de départ n'est pas vérifiée. Alors je me rends compte que j'ai dû le dire, mais je n'ai pas écrit qu'ici c'était une hypothèse. Si pour tout j A1 est différent de bj, nous avons cela. Alors, cette hypothèse étant absurde, eh bien nous pouvons dire qu'il existe un entier j de 1 à m, tel que A1 est égal à BM. À BJ, pardon. Mais alors, nous pouvons simplifier l'égalité étoile. Étoile implique donc que lambda fois A2 jusqu'à AN est égal à mu fois. Alors ici, nous allons prendre le produit pour k allant de 1 à m de tous les bk, mais nous allons enlever de ce produit le terme d'indice j, puisque nous avons simplifié étoile par A1 qui est égal à BJ. Donc, si le polynôme que nous obtenons ici, nous l'appelons P chapeau, eh bien il se trouve que P chapeau a donc deux écritures distinctes, puisqu'il a été supposé que étoile c'était deux écritures distinctes, eh bien ici nous avons forcément deux écritures distinctes. Donc P chapeau appartient à E, mais le degré de P chapeau est strictement plus petit que le degré de P, ce qui contredit totalement la minimalité du degré de P. Donc c'est à nouveau absurde. Alors au bout du compte, c'est finalement la toute première hypothèse qui était absurde. Notre ensemble E, est vide, ce qui signifie qu'il n'existe pas de polynôme non nul qui a deux décompositions distinctes. Donc, tous nos polynômes non nuls ont une et une seule décomposition de la forme voulue. Finissons par quelques remarques. Nous avons déjà montré que deux polynômes A et B étaient premiers entre eux, si et seulement si ils avaient pour seul diviseur commun les constantes non nulles. Donc en particulier, cela implique nécessairement que A et B n'ont aucun facteur irréductible en commun. Puisque bien sûr, s'ils en avaient un, eh bien, cela serait contradictoire avec le fait que leurs seuls diviseurs communs sont des constantes non nulles. Mais l'autre sens est vrai aussi et peut facilement se voir par contraposition. Si A et B n'ont pas pour seul diviseur commun les constantes non nulles, cela signifie qu'ils ont en commun un diviseur de degré au moins 1. Or ce polynôme admet lui-même des diviseurs qui sont des facteurs irréductibles, et donc A et B vont avoir en commun un facteur irréductible. Donc par contraposition, nous voyons que nous avons là une nouvelle équivalence. Et c'est un résultat, bien sûr, à mettre en parallèle avec le résultat analogue concernant les entiers. Et nous pouvons même continuer, par équivalence, à aller un peu plus loin. Si A et B sont des polynômes réels ou complexes, peu importe, nous pouvons les voir comme des polynômes complexes. Et nous avons déjà dit que deux polynômes réels sont premiers si et seulement si ils sont également premiers en tant que polynômes complexes. Donc ici, A et B sont premiers entre eux si et seulement si ils n'ont aucun facteur irréductible commun. Alors, pour que ce soit clair, j'aurais pu prendre A et B dans K crochet X, si et seulement si ils n'ont aucun facteur irréductible commun dans K crochet X. Mais comme nous pouvons les voir comme des polynômes complexes, eh bien finalement, nous pouvons donner une nouvelle équivalence. C'est aussi équivalent à dire que A et B n'ont aucun facteur irréductible commun dans C crochet X. Or, les polynômes irréductibles dans C crochet X, nous les connaissons, ce sont tous les polynômes de degré 1. Donc quitte à les prendre unitaires, ce qui ne change rien, cela c'est équivalent à dire que pour tout lambda dans C, x moins lambda n'est pas un polynôme qui est un diviseur commun à petit a et à petit b. Donc x moins lambda n'est pas dans D de AB. Et cela, c'est équivalent à dire que lambda n'est pas une racine commune, alors je devrais redéfinir, pour tout lambda dans C, lambda n'est pas une racine commune à A et à B, n'est pas racine de A et de B.
Pour achever, nous pouvons tout simplement dire que A et B sont premiers entre eux, si et seulement si petit a et petit b n'ont aucune racine complexe en commun. Alors attention, il s'agit bien de racines complexes. Sinon, le résultat est faux. Par exemple, si je considère les deux polynômes x carré plus 1 et x fois x carré plus 1, ils n'ont aucune racine réelle en commun, et pourtant ils ne sont clairement pas premiers entre eux. Et en effet, ils ont bien des racines complexes communes. Donc pour utiliser ce résultat, il faut vraiment utiliser des racines complexes. Alors c'est un résultat qui est très important et que vous allez retrouver dans de nombreux exercices à la source de beaucoup de résolutions. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. A et B sont premiers, si et seulement si ils n'ont aucune racine complexe commune. Cela va vraiment servir très souvent dans les exercices en TD. Finissons par un exemple. Nous voulons montrer que les polynômes 1 plus x plus x2 et 1 plus x2 plus x3 sont premiers d'entre eux. Nous pouvons bien sûr le faire en utilisant l'algorithme d'Euclide, mais ici, ça n'est pas la méthode la plus rapide, même si elle est malgré tout assez efficace. Ici, il se trouve que bien sûr A et B ne sont pas pris n'importe comment. Déjà, vous pouvez remarquer que en effectuant B moins x fois grand A, nous obtenons exactement 1. Donc avec le théorème de Bézout, nous pouvons conclure. A et B sont bien sûr premiers entre eux. Il existe une seconde méthode de démonstration qui va utiliser des résultats déjà démontrés dans le chapitre sur les complexes, et plus particulièrement dans la partie sur les racines énièmes de l'unité. Alors nous avions démontré à l'époque un résultat qui est tout à fait à mettre en lien avec l'identité remarquable suivante. Si A et B sont deux complexes par exemple, A puissance n moins B puissance n est égal à A moins B, fois la somme pour k allant de 0 à n-1, dA puissance k, B puissance n-1 moins k, formule importante que nous avons déjà revue plusieurs fois d'ici là, depuis. Alors en particulier, nous avons une formule analogue tout à fait similaire avec des polynômes. Le polynôme x puissance n-1 peut se factoriser de la manière suivante, il est égal à x-1 fois 1 plus x2, jusqu'à x puissance n-1. La conséquence, c'est que nous savons donner les racines de 1 plus x2 jusqu'à n-1. En effet, nous savons que quelles sont les racines du polynôme x puissance n-1 ? Eh bien, ces racines, ce sont exactement les racines énièmes de l'unité. Et donc, quelles sont les racines de ce polynôme ? Nous avons mis ici x-1 à part, donc les racines de ce polynôme-là, ce sont toutes les racines énièmes de l'unité, privées de 1. Donc en particulier, quelles sont les racines de grand A ? Alors nous les connaissons déjà par cœur, normalement, c'est J et J2. Quelles sont les racines de grand B ? Eh bien c'est I, moins 1 et moins I. Il n'y a aucune racine en commun parmi les racines de A et les racines de B. Donc A et B sont premiers entre eux. Alors évidemment, ici, j'ai mis un peu de temps à expliquer tout ça parce que j'en ai profité pour faire une révision sur les complexes, mais vous pouviez bien sûr arriver directement ici. Vous pouviez dire, nous savons que les racines de A sont J et J2, celles de B sont 1, moins I, donc il n'y a aucune racine complexe en commun et A et B sont premiers entre eux. J'achève cette vidéo par une dernière remarque concernant la décomposition en produits de facteurs irréductibles. Dans le chapitre d'arithmétique des entiers, à propos de la décomposition d'un nombre entier en produits de facteurs premiers, nous avons défini l'évaluation p-adique. Eh bien, avec des polynômes, il existe également cette notion et il est tout à fait possible de définir un équivalent de l'évaluation p-adique. Je ne le formalise pas ici car cette notion pour des polynômes est hors programme, mais nous pourrions le faire. En tout cas, la conséquence concernant les calculs de PGCD et de PPCM est la même qu'avec des nombres entiers. Donc c'est écrit ici dans cette remarque, si vous avez deux polynômes A et B et que vous pouvez les écrire comme des produits des mêmes facteurs irréductibles, si on écrit P comme comme un produit de PI puissance alpha I et B comme un produit de PI puissance bêta I, quitte à prendre les alpha I et les bêta I éventuellement égaux à 0 pour avoir la même liste des facteurs premiers dans A et dans B, eh bien nous pouvons calculer le PGCD de A et de B. Alors ici, vous voyez que alpha I jouerait le rôle de la valuation PI-adique
de petit a. Et bêta i serait d'évaluation de b en pi. Donc le PGCD de a et de b, c'est le produit pour i allant de 1 à n des pi puissance minimum de alpha i et de bêta i. Par exemple, si je considère les deux polynômes grand A et grand B écrits ici, je peux rajouter des facteurs irréductibles à la puissance 0 pour avoir exactement les mêmes facteurs irréductibles dans la décomposition de A et celle de B. Par exemple, je vois que le facteur x plus 1 est en facteur dans grand B mais pas dans grand A. Donc grand A, je peux l'écrire comme x moins 1 au carré fois x2 plus 1 puissance cube, enfin puissance 3, fois x plus 1 puissance 0. Et de même, le facteur grand X n'apparaît pas dans B, donc je peux le rajouter à la puissance 0, et écrire que B, c'est x moins 1 fois x puissance 0, fois x2 plus 1 au carré, fois x plus 1. Et je peux donc maintenant, fois x plus 1 puissance 0, non, x plus 1, c'est ça, et je peux donc maintenant détailler le PGCD de grand A et de grand B. Je regarde quels sont les exposants de x moins 1 dans la décomposition de A et dans celle de B. Donc j'ai 2 et 1, et je garde la plus petite des deux. Donc je vais garder ici x moins 1. Et puis évidemment, après nous allons faire pareil pour les puissances de x, les exposants en x. Donc nous allons en garder que à la puissance 0, donc fois x, que je n'écris pas. Et puis nous allons faire de même avec x2 plus 1, que l'on va garder au carré, et x plus 1 que l'on garde à la puissance 0, c'est-à-dire qu'on ne le garde pas. Et nous avons ainsi réussi à décomposer, grâce à la décomposition de A et de B, nous avons réussi à calculer le PGCD de A et de B. Cette méthode présente les mêmes inconvénients qu'avec des entiers. Elle n'est possible, on ne peut l'appliquer que si nous sommes capables de décomposer A et B en produits de facteurs irréductibles, ce qui, comme nous l'avons vu au fil de ces vidéos, n'est en général possible que lorsque l'on connaît déjà toutes les racines de grand A et de grand B. Donc dès que le degré de A et de B est un peu grand, nous ne pouvons plus le faire. Mais sur des exemples très simples, c'est une méthode qui est très rapide. Nous arrêterons donc ici cette vidéo.